Alors, bonjour pour les participantes au Québec et bonsoir aux participantes en Europe. Et bienvenue à ce webinaire en langue française du WHRC, Women Human Rights Campaign, campagne pour les droits humains des femmes. Le WHRC est l'organisation féministe radicale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Vous pouvez lire la déclaration sur notre site qui sera indiqué dans le chat. Nous vous invitons aussi à signer cette déclaration. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre dans les lois, les politiques et les pratiques sociales. Ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Notre organisation, WHRC, est mondiale. Jusqu'à maintenant, nous sommes représentés dans 140 pays du monde. Il y a 20 514 signataires individuels et 383 organisations à travers le monde ont signé la déclaration, ce qui montre que le remplacement du sexe par l'identité de genre est répandu, mais aussi que les femmes sont concernées et motivées à la combattre. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe tels qu'ils ont été présentés dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale de l'ONU. Elle est rentrée en vigueur le 3 septembre 1981. À ce jour, la CEDEF a été ratifiée par 189 États sur les 195 pays du monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'idéologie du genre dans les programmes d'éducation sexuelle au Québec et de la circulaire Blanquer en France, qui est destinée à tout le personnel de l'éducation nationale. Nous allons entendre des femmes du Québec et de la France. Vous pouvez écrire vos questions dans l'application de chat, dans l'application questions-réponses Q&R ou Q&R dans le bas de votre écran. Si vous avez des questions pour les intervenantes que vous aimeriez voir répondre. Nous faisons appel, j'en profite aujourd'hui pour vous dire que nous faisons appel pour que d'autres participantes francophones nous rejoignent. Notamment, nous aimerions aussi avoir des interlocutrices de la Belgique. Alors, ceci dit, on va passer maintenant à notre première intervenante. Alors, nous entendrons d'abord Nadia El Mabrouk qui fera une présentation sur l'éducation sexuelle dans nos cours d'éducation sexuelle, sur l'identité de genre dans l'éducation sexuelle dans nos écoles. Alors, Nadia El Mabrouk est professeure titulaire au département d'informatique de l'Université de Montréal. Au Québec, elle s'est fait connaître notamment en tant que militante pour la laïcité de l'État et pour les droits des femmes. Elle est d'ailleurs auteure du livre « Notre laïcité » paru en 2019 aux éditions Dialogue Nord-Sud. Avec d'autres membres du groupe PDF Québec, elle est l'une des rares au Québec à se faire entendre publiquement une voix dissidente par rapport à l'emprise de l'idéologie de l'identité de genre, grâce à des chroniques et opinions parues dans différents journaux. Plus récemment, elle a fondé, avec d'autres parents soucieux du bien-être des enfants et du respect de leur liberté de conscience, le groupe pour les droits des enfants du Québec. Ce groupe mène diverses actions, comme l'envoi de mémoires dans les cadres des commissions parlementaires, pour faire entendre les préoccupations des parents
face à des sujets tels que l'augmentation fulgurante des jeunes qui ont le sentiment d'être nés dans le mauvais corps, les conséquences à long terme des méthodes médicales transaffirmatives ou la présence de l'idéologie du genre dans les programmes scolaires à la sexualité. Dans les programmes scolaires d'éducation à la sexualité. C'est ce sujet qu'elle aborde avec nous aujourd'hui et je vous ajoute aussi que pour les droits des enfants du Québec ont une page Facebook. Alors, je passe la parole, Nadia. Merci d'être ici, merci de m'avoir invitée. Donc, je vais vous parler de la situation sur la présence de l'idéologie du genre, merci, à l'école, notamment à travers le programme d'éducation à la sexualité. Alors, moi, j'habite au Québec, donc je connais plus la situation au Québec, donc je vais parler du Québec, mais les outils pédagogiques sont les mêmes, la situation est la même partout au Canada, en fait. Bon, alors d'abord, je voudrais préciser, donc le programme d'éducation à la sexualité, il existe. Donc, il y a un canevas bien détaillé dont je vais vous parler, qu'on s'est procuré. Donc, le programme a fait l'objet d'un projet pilote dans les écoles. Des formations ont été données aux professeurs. Et puis, normalement, il devrait être offert dans toutes les écoles depuis 2019. Sauf que je dois dire qu'en raison de la pandémie qui a retardé les choses, ce n'est pas tout à fait le cas encore. De plus, la façon d'offrir le programme aux élèves est encore nébuleuse, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est conçu comme un programme et pas comme un cours et qui est en général intégré dans une autre matière. Donc, par exemple, le prof d'éducation physique va parler d'éducation à la sexualité à un moment donné, le prof de sciences pourrait en parler, le prof de français, etc. Voilà. Mais tout récemment, par contre, là, il y a 2-3 semaines, le ministre de l'Éducation, ici au Québec, a annoncé que le contenu éducation à la sexualité, il n'a pas dit ça comme ça, mais enfin qu'il y aurait un volet éducation à la sexualité dans un nouveau cours qui va être mis sur pied, qui s'appelle Culture et citoyenneté québécoise et qui vient remplacer un cours qui était très contesté, et je fais partie de ceux qui le contestaient, qui s'appelle Éthique et culture religieuse. Je ne vais pas vous dire pourquoi on critiquait ce cours, enfin, il y avait beaucoup de… Il véhiculait le relativisme culturel, disons, mal compris. Alors, en tout cas, pour nous, c'est une bonne nouvelle, le remplacement de ce cours-là. Et puis, pendant la conférence de presse, eh bien, le ministre et puis les autres ministres ont parlé d'éléments d'éducation à la sexualité qui feraient aussi partie de ce cours. Bon, je dois dire que c'est rassurant. Ils nous ont parlé d'éducation saine au rapport homme-femme, aux questions de consentement, à la lutte au harcèlement sexuel. Évidemment, on n'a rien contre ça, on est même très favorable. Donc, voilà. Sauf que, donc peut-être la diapo 1, s'il te plaît, Marie-Joseph. Bon, il n'empêche que le programme est là. Donc, le canevas pédagogique, on a un canevas pédagogique très détaillé. Donc là, ici, c'est ça, c'est le tableau synthèse du programme pédagogique. Vous ne voyez pas grand-chose. Et donc, ça, c'est un document de 685 pages que des parents se sont procurés disons, pas nécessairement facilement. Okay, donc, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, c'est très détaillé. Ça inclut des livres, des vidéos conseillées aux professeurs. Et puis, donc, comme je vais vous le dire, il y a des parties qui sont très bien là-dedans. Mais il y a des parties qui incluent beaucoup l'idéologie de l'identité de genre. En général, c'est présenté dans les chapitres qui sont consacrés à la lutte aux stéréotypes sexuels. Donc, c'est pas mal contradictoire. Alors ici, à peu près, là, c'est tout ce qui est en vert. Donc, vous voyez, là, ça, c'est un programme pour tout le primaire. Donc, la première partie, c'est le primaire et la deuxième, c'est le secondaire. Et bon, il y a une partie en vert à peu près tous les ans. Et donc, c'est ça. Vous voyez, donc il y a un contenu, là, comme ça, un peu tous les ans. Bon. Voilà. Donc, dans la suite, tu peux enlever, Marie-Joseph. Donc, dans la suite, je me consacre à vous parler de la présence de l'idéologie du genre dans ce canevas pédagogique. Donc, j'ai pas mal analysé, avec d'autres parents, on a regardé en détail ce programme-là. Voilà. Et donc, même s'il n'est pas complètement implémenté, sauf qu'il existe, et puis, bon, on s'inquiète quand même qu'il soit donné, et puis de toute façon, il est déjà donné dans certaines écoles.
Alors, donc le vocabulaire associé à la notion de genre. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler des choses. Alors, comme vous le savez, le sexe n'est pas assigné à la naissance. Il n'y a personne qui assigne un sexe à la naissance. Le médecin n'assigne pas de sexe, il ne décide pas, il n'attribue pas de sexe à un enfant, il ne fait que constater, c'est le constat de naissance. Bon, et pourtant, toutes ces expressions fallacieuses sont utilisées dans le programme. Alors, partout dans le canevas pédagogique, on ne parle que de sexe assigné à la naissance. Alors, c'est une notion fallacieuse et qui est loin d'être anodine parce que par là, on insinue que si le sexe est assigné, alors c'est qu'il peut être réassigné. Alors, de plus, cette expression aide à semer la confusion entre les notions de sexe et de genre et à insinuer que l'enfant pourrait changer non seulement de genre, mais aussi de sexe. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je sais que vous connaissez tout ça, mais comme vous le savez, le genre, c'est différent là, du sexe biologique. Le genre, c'est plutôt lié aux codes sociaux qui définissent la féminité, la masculinité. Donc les filles qui aiment porter des robes, elles aiment jouer avec des poupées, les garçons portent les cheveux courts, ils aiment les jeux de construction, les filles pleurent, les garçons ne pleurent pas, donc c'est ça le genre. Voilà, donc c'est ça, bon. Mais à travers certaines parties du programme, donc celle dont je vous parle, on transmet l'idée que le genre, eh bien, ça serait la véritable identité d'une personne. Voilà, alors ce n'est pas le sexe, c'est le genre. Donc, c'est vraiment le discours des idéologues du genre. Alors, par exemple, donc la diapo 2, s'il te plaît. Alors, en tout cas, le temps que vous le voyez, vous allez le voir là. Donc, c'est l'outil SAM qu'on va vous présenter. Et donc, c'est un outil qui est donné plusieurs fois en référence dans le programme. Voilà, c'est ça ici, là. Et ce, dès le programme de maternelle. Alors ça, c'est un document, donc c'est un livre, un petit livre, mais c'est aussi une vidéo, et puis c'est aussi une poupée, bref, c'est tout un kit. Donc, comme la poupée est conçue comme une poupée russe qui passe de la petite fille au petit garçon et inversement. Okay. Alors, donc sur l'image ici, par exemple, vous voyez, on nous explique que la véritable identité de l'enfant, eh bien, c'est celle qui est dans son cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce que le genre? Est-ce que tu peux mettre la diapo 3? Donc, les images indiquent qu'il s'agit de stéréotypes féminins et masculins. Donc, une fille qui aime avoir les cheveux courts, ici on ne la voit pas, mais dans une autre, après ça, elle a les cheveux courts, qui aime se déguiser en travailleur de la construction ou porter des maillots de sport, eh bien, c'est en réalité, on nous dit en fait que ça finit par être en réalité un garçon. Alors, imaginez, ça, c'est donné surtout dans les parties où on veut lutter contre les stéréotypes sexuels. Alors, évidemment, c'est tout à fait le contraire qu'on devrait faire pour lutter contre les stéréotypes. Une fille on devrait pouvoir dire qu'une fille a bien le droit de jouer à des jeux de construction et puis qu'un garçon a bien le droit de jouer à la poupée. Mais donc, ce n'est pas ça qu'on nous explique. Et puis là, je ne l'ai pas mis, mais à la fin de cette animation-là, alors il y a un petit texte, donc il y a une petite question qui dit, alors j'ouvre les guillemets, « As-tu besoin d'une opération pour vivre ton identité de genre ?» Alors, heureusement, la réponse est non, mais par contre, alors on en profite pour expliquer toute la ribambelle d'interventions médicales, d'hormonothérapie, de changements à l'état civil qui sont suggérés pour changer de genre. Alors, donc, est-ce que ce n'est pas de la pression sur les enfants? Poser la question, c'est y répondre. Alors, qu'est-ce que l'identité de genre? Eh bien, dans le cadre du programme d'éducation à la sexualité, l'identité de genre, qui serait donc la véritable identité sexuelle de l'enfant, elle est présentée, donc, j'ouvre les guillemets, le sentiment profond et intime d'être fille, garçon, les deux, ni l'un ni l'autre, ou entre les deux. On peut aussi lire qu'une personne pourrait, j'ouvre les guillemets, s'identifier comme homme, femme, ou encore se situer quelque part entre ces deux pôles, et ce, indépendamment de son sexe assigné à la naissance. Alors, dès la maternelle, donc vous voyez ici, là, en fait, vous voyez qu'on parle d'enfants de 3 à 7 ans. Alors, dès la maternelle, on introduit cet outil SAM. Ça, là, c'est donné en référence dès le programme de la maternelle. Et on dit que les enfants entre 3 et 7 ans
peuvent commencer à explorer leur identité de genre, que cela entre dans un processus naturel d'autodétermination et qu'ils peuvent découvrir que leur sexe attribué à la naissance diffère de l'identité de genre qu'ils ressentent en eux. Alors voilà ce qu'on explique à des enfants de 3 à 7 ans. Donc voilà, donc on sous-entend donc que tout le monde naîtrait avec une identité de genre qui serait le sentiment d'être fille ou garçon, indépendamment du sexe biologique. Donc par cette affirmation, on vient changer les mots fille, garçon, homme, femme. Ils sont détournés de leur sens pour plutôt désigner un ressenti, sans jamais d'ailleurs expliquer ce qu'un ressenti d'être femme ou homme peut bien vouloir dire. Bon, alors, on peut se poser la question, comment on va pouvoir enseigner des méthodes contraceptives aux filles et aux garçons si ce n'est qu'une question de ressenti dans un cours d'éducation à la sexualité. Alors, en fait, comme on le sait, le vocabulaire du genre, c'est un vocabulaire confus, contradictoire, qu'on utilise de telle ou telle façon selon les messages qu'on veut faire passer. Alors, par exemple, autant parfois on insiste sur la différence entre le sexe et le genre, autant d'autres fois on confond les deux. Alors, je n'ai pas le temps, si j'avais le temps, je vous dirais, je vous expliquerai ce qui se passe en ce moment. Alors, en ce moment, un peu pour faire, disons, pour répondre aux demandes, aux plaintes des personnes trans et non binaires, alors on a un projet de loi qui prévoit de changer le code civil pour pouvoir introduire la notion d'identité de genre. Donc, pour que dans l'acte de naissance, les personnes qui le souhaitent puissent mettre leur identité de genre, voilà, en plus du sexe. Et puis le ministre, il dit qu'en plus, s'il y a une contradiction, on peut ne garder que le genre. Alors, est-ce que vous pensez que les personnes sont contentes? Eh bien non. Alors maintenant, on crie à la discrimination, on crie à l'atteinte à la dignité des personnes trans et non binaires, parce que maintenant, ça devient transphobe de faire la différence entre le sexe et le genre. Alors, autant ces personnes ont insisté pour qu'on fasse la différence entre le sexe et le genre, autant maintenant qu'il s'agit, qu'on propose d'introduire la notion d'identité de genre, eh bien maintenant, il faudrait confondre les deux. Alors, je reviens à mon sujet, et donc, mais vous voyez, là, cette ambivalence, eh bien, elle est aussi dans le canevas pédagogique. Alors, souvent, les termes sexe et genre sont utilisés comme si c'était des synonymes, alors que par ailleurs, on les définit différemment. Alors, on dit le sexe est déterminé à partir du corps et le genre est comment on se sent en dedans. Mais ensuite, on les utilise comme des synonymes. Alors, par exemple, dans la matière de la 6e année du primaire, où on parle des différentes formes de discrimination, eh bien, on va parler du sexisme comme étant une forme de discrimination basée sur le sexe ou le genre. Alors évidemment, on ne dit pas que la protection des femmes en matière de discrimination ou la protection par rapport à l'orientation sexuelle, eh bien, c'est des protections qui ont été établies sur la base du sexe, non pas sur la base du genre. Mais enfin, on mêle tout ça. Pour ce qui est de l'homosexualité, eh bien, c'est défini comme une attirance et un éveil amoureux qui se manifeste envers des personnes de même genre que soi. Alors évidemment, c'est pas ça. Une personne homosexuelle, c'est une personne qui a une attirance amoureuse vers une personne de même sexe que soi. Alors c'est faux et ça induit les jeunes en erreur. Mais enfin, c'est plus pratique, rendu là, de faire l'amalgame entre les deux. Alors, donc, en plus de ces confusions dans les termes, c'est ça. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a d'autres parties du programme qui sont très bien et qui sont même en contradiction avec ça. Alors, on voit bien, en fait, on voit bien que les personnes ne sont pas les mêmes qui ont écrit les différentes parties. Alors, il y a des parties, donc ces parties dont je vous parle, elles sont clairement écrites par des idéologues du genre et ce n'est pas du tout les mêmes sexologues qui ont écrit les autres parties du programme qui sont tout à fait pertinentes et importantes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, cette partie-là est en contradiction avec d'autres parties du programme, en particulier celles qui sont intitulées « Croissance sexuelle humaine et image corporelle ». Par exemple, en première année du secondaire, vous avez cette partie-là, et puis après ça, l'autre partie sur les stéréotypes là, sexuels.
Et puis, en tout cas, c'est complètement en contradiction. Okay. Alors, donc, dans la section croissance sexuelle humaine et image corporelle, on nous explique bien les difficultés face aux modifications du corps à l'adolescence, par exemple. Donc là, l'objectif visé est de permettre aux jeunes de prendre conscience des malaises ressentis face à leur corps, de les aider à développer une image positive d'eux-mêmes. Donc, c'est les mots qui sont utilisés. On explique l'importance d'accepter son corps, d'avoir confiance en son corps et en ses capacités, de traiter son corps avec bienveillance. On dit qu'apprécier son corps, c'est aussi une façon d'en prendre soin. Alors, mais ensuite, dans le thème identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales, eh bien, l'importance de connaître son corps, de valoriser une image corporelle positive est évacuée. Il s'agit là d'amener les jeunes à développer une identité de genre, de connaître son genre. Alors, c'est plus connaître son corps, c'est connaître son genre. Alors, on parle, par exemple, de satisfaction d'appartenir à son genre. Donc, le vocabulaire, vous voyez, diffère complètement. Alors, bref, les difficultés de perception du corps sont ramenées à des problématiques de genre et de non-conformité de l'identité de genre avec le sexe assigné à la naissance. Alors, les exemples qui sont donnés suggèrent qu'un enfant qui ne se conformerait pas aux stéréotypes sexuels de son sexe, eh bien, serait de l'autre sexe. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, donc toujours dans le canevas pédagogique, là, en première année du secondaire, donc on donne un témoignage d'un jeune, alors j'ouvre les guillemets, alors le jeune, il dit « Je ne veux pas être un garçon, je veux être rien, je ne comprends pas pourquoi les gens parlent d'être fille ou garçon. Être fille, je ne déteste pas, mais les gars détestent. Je porte des vêtements de garçon. J'achète ce que je veux dans la section des gars. Ma mère veut que je sois une fille, mais je lui ai dit non parce que ce n'est pas ce que je veux. » Voilà, on ferme les guillemets. Donc, vous voyez, c'est un choix. C'est la mère qui ne veut pas. Et puis, on voit bien que le ressenti, en fait, c'est ramené à des stéréotypes. La jeune fille qui veut aller dans les rayons de vêtements de garçons. Voilà. Alors, en fait, on fabrique le concept d'enfant trans. Alors, le terme, en fait, est introduit dès la maternelle, mais sans le définir. Voilà. Bon. Mais donc, plutôt que d'expliquer que chaque enfant a ses propres préférences, ses propres caractéristiques, sa propre personnalité qui est en évolution à l'adolescence, dans l'enfance et à l'adolescence, je suppose, tout le monde sait ça, hein, qu'on est en évolution et que c'est très bien comme ça. On suggère aux enfants qui ne correspondent pas aux normes de leur sexe qu'ils sont trans. Alors, certains exemples, par exemple, sont très suggestifs. Alors, j'ouvre les guillemets. Un autre exemple donc, dans le programme. C'est au moment de la puberté que je me suis rendu compte de ce qui m'arrivait. La puberté, c'est vraiment le moment où l'on se rend compte que notre corps évolue de la mauvaise façon. Et c'est l'élément déclencheur pour moi. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Je tapais un peu les phrases qui me passaient par la tête, comme « je veux devenir une fille ». Au fur et à mesure, mes recherches se sont précisées et je suis tombée sur des témoignages de garçons transgenres et des filles transgenres et je me suis reconnue dans leur histoire. Donc, voilà le genre d'exemple qu'on retrouve dans le programme voilà, d'éducation à la sexualité en première année secondaire. Alors, on oriente, écoutez, pour moi, là, c'est vraiment suggestif. Donc, on oriente le jeune vers certaines références et on lui suggère que la réponse à son mal-être est qu'il serait né dans le mauvais corps. Voilà. Alors, les conséquences sur les enfants, ben, écoutez, donc le programme, mais aussi, donc il y a le programme, mais il y a aussi les directives du ministère de l'Éducation en matière de bonnes pratiques envers les jeunes qu'on étiquette comme trans et non binaires. Donc tout ça, ça suggère qu'un garçon qui se dit fille ou l'inverse doit être cru sur parole et traité comme tel, sans même en informer les parents. C'est ça qui est le plus choquant d'ailleurs. Donc, par le biais des références qui sont données, les jeunes sont dirigés vers des ressources où ils découvrent un discours qui leur explique qu'ils sont sans doute nés dans le mauvais corps
et où on leur suggère toutes sortes de moyens pour changer leur corps. Les références qui sont données pour les parties du programme qui concernent l'identité de genre sont des sites et des ressources conçus par les groupes de pression LGBTQI2, voilà, et des activistes du lobby trans qui orientent le jeune vers la transaffirmation. Alors, par exemple, si tu peux mettre la diapo 4, alors, écoutez ça, là, c'est pour vous montrer. C'est un document vraiment très idéologique. Alors, si vous le lisez, vous allez, en tout cas, tout le vocabulaire de l'identité de genre est là-dedans. Pas celui-là, le diapo 4. C'est juste un exemple de document qui est donné en référence, même, je pense aussi, dès la maternelle. Et si vous le lisez, c'est vraiment un document idéologique, donc qui introduit tout le vocabulaire de l'identité de genre, donc qui est proposé aux jeunes et surtout aux profs, aux enseignants, pour parler de l'identité de genre. Voilà, et donc c'est écrit par des idéologues du genre. Donc, incidemment, on les amène à considérer les bloqueurs de croissance, l'hormonothérapie et plus tard les chirurgies d'affirmation du genre comme quelque chose qui irait avec leur ressenti. Donc, voilà, tu peux enlever. Pour revenir à l'outil SAM, parce que l'outil SAM, c'est vraiment quand même, il est très populaire cet outil SAM, hein. Il a reçu tout plein de prix. Alors, c'est l'œuvre de l'organisme communautaire Jeune Identité Créative. Avant, c'était Enfants Transgenres. Voilà, ça c'est renommé Jeune Identité Créative. Je suppose que transgenre, ce n'était pas assez inclusif des non-binaires et tout le reste. Donc, Jeune Identité Créative, parce que nos enfants à nous, ils ne sont pas créatifs, voyez-vous. On a une certaine idée de la créativité. Alors, en tout cas, donc ce groupe-là promeut l'idéologie du genre et la transition médicalisée. Alors, les porte-paroles de ce groupe expliquent que le jeu a pour objectif de venir en aide aux enseignants qui doivent aborder des questions entourant l'identité, les rôles, les stéréotypes et les normes de genre dans les écoles primaires. Donc, vous voyez toutes les parties où on va parler de stéréotypes sexuels. Bon, alors, donc c'est celui-là qu'on va mettre de l'avant comme outil. Alors, pour son projet pilote, Jeune Identité Créative a déjà distribué 250 SAM, donc vous voyez, vidéos, poupées, etc., dans les écoles, à travers les écoles canadiennes. Cet outil, donc, qui est créé pour sensibiliser les jeunes par le jeu, est très largement financé. Alors, si vous allez regarder tous les sponsors, là, alors les premiers, c'est le ministère de la Justice du Québec. Ensuite, il y a la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. C'est financé par une banque, par la banque TD, par Bell Canada. En tout cas, c'est très financé. Et puis cette année, il faut savoir aussi que l'année a bien commencé pour eux, parce que malgré la pandémie, eh bien, Jeune Identité Créative a reçu en 2021 une nouvelle subvention fédérale de 364 000 $ de la part du ministère du Canada, Femmes et égalité des genres. Alors, je suppose que vous appréciez le nom du ministère. Alors, ce n'est pas égalité des sexes, c'est égalité des genres. Voilà. Mais en tout cas, cet argent-là qui devrait être utilisé pour favoriser l'égalité des femmes, eh ben voilà, c'est ce ministère-là qui fait la promotion, qui finance ce genre de groupe-là. Alors, les porte-paroles soulignent que le seul… Alors, c'est ça aussi que je voudrais vous dire là. Donc, les porte-paroles soulignent que le seul indicateur fiable de l'identité de genre d'une personne, c'est son auto-identification. Et donc, ils encouragent les éducateurs à faire des petits gestes pour permettre aux jeunes de s'auto-identifier. Et d'après le guide donc, de sensibilisation Bonjour Sam, ces petits gestes peuvent consister à supprimer le prénom d'un enfant dans son dossier et à le remplacer par un nouveau nom que l'enfant a choisi, tout en préservant la confidentialité, donc aussi à l'égard des parents. OK? Alors, donc voilà, la diapo 5, c'est la première page d'un guide pour les établissements d'enseignement. Donc, c'est un guide officiel qui a été établi pour les établissements d'enseignement sur les mesures d'ouverture et de soutien pour les jeunes trans et non-binaires,
C'est pas celui-là, hein, c'est la page d'après, là. Visant à faciliter le changement. OK. Bon, alors donc, en tout cas, ce guide-là, eh bien, il dit la même chose. Il dit la même chose que ce qui est dit avec l'outil SAM. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un processus visant à faciliter, oui, c'est celui-là, à faciliter le changement de prénom choisi et de la mention du sexe du jeune dans les documents internes, sans nécessairement informer les parents. Alors, par exemple, à la page 15 de ce guide-là, donc gouvernemental, hein, ouais, qui a été conçu par le ministère de l'Éducation pour les écoles. Alors, à la page 5, on dit « Il est nécessaire d'obtenir l'accord du jeune trans et du jeune non-binaire avant d'impliquer ses parents dans les mesures d'accommodement qui pourraient être prises par l'établissement, notamment pour un jeune de 14 ans et plus. » Alors, ça ne dit pas qu'il faut prévenir les parents quand le jeune a moins de 14 ans. Donc, bon. Et donc, on insiste sur le fait aussi d'assurer l'accès à des ressources éducatives qui abordent l'identité de genre. Et donc, on fait la promotion ici, là, on dit là, que c'est important qu'il y ait dans les écoles des groupes qui viennent parler de l'identité de genre à l'école. Alors, vous comprenez pourquoi ce matériel-là, eh bien, il est distribué, même si le cours éducation à la sexualité n'est pas implanté, mais il y a pas mal de groupes qui viennent parler de ça quand même. Bon, alors pour finir, dans ce guide ici, là, ministériel, alors vous avez un exemple de ressources éducatives qui est donné en annexe. Alors tu pourrais mettre la diapo suivante. La diapo suivante, c'est un bonhomme désincarné, voyez là. Bon, alors il y a différentes variantes de ça. Là, il y a aussi la variante bonhomme en pain d'épices. Il y a aussi la variante licorne. Alors, donc ça, c'est une illustration là qui est supposée nous expliquer les 4 concepts de la diversité sexuelle et de genre, donc qui sont représentés comme un continuum. Alors, les 4 éléments, vous pouvez le lire là, les 4 éléments sont représentés comme indépendants les uns des autres. Donc, il y a le sexe, il y a le genre, il y a l'orientation sexuelle, et puis le 4e, je ne sais plus c'est quoi, là, vous le voyez vous-même. Là. Bon. En tout cas, ça serait complètement séparé. Okay, et donc, en particulier, le sexe n'aurait rien à voir avec l'identité de genre, ni avec l'orientation sexuelle. Bon, ce qui est étrange quand même, hein, parce que, par exemple, un homosexuel, c'est quelqu'un qui est attiré par une personne de même sexe. On ne peut pas dire que ça soit indépendant. Et comme je vous dis, les idéologues du genre eux-mêmes se contredisent parce que maintenant, ils ne voudraient plus. Hein, maintenant, ils nous disent qu'il ne faut pas faire la différence entre le sexe et le genre. Alors, en tout cas, vous voyez, mais bon, ce matériel-là, eh bien, c'est ce qui peut circuler donc, dans les écoles, c'est ce qui peut, en tout cas, être utilisé comme apprentissage pour nos enfants. Moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Donc, ces cours qui sont bien sûr offerts à travers le Canada ont déjà fait des dégâts. Hein. Peut-être que pour finir, là, je vais vous parler d'un cas, parce que là, il y a bien des conséquences sur les enfants, on ne les connaît pas toutes, mais il y en a qu'on connaît quand même. Alors, disons que le cas le plus dramatique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le cas d'un père en Colombie-Britannique qui est en prison actuellement. Je suppose, est-ce qu'il est encore en prison maintenant, Ghislaine? Je pense que oui. Hein? Je crois qu'il est sorti. Bon, alors s'il est sorti, ça ne fait pas longtemps, il est resté quand même assez longtemps. Parce qu'il il est en prison officiellement parce qu'il a dévoilé des éléments de l'histoire de sa fille qui est devenu un garçon. Voilà. Et puis, il refusait la transition sociale et médicale de sa fille. Notamment, il refuse de l'appeler avec son nom choisi de garçon. Bon. Mais alors, en tout cas, toute l'histoire de sa fille a commencé lorsque le père a découvert que le nom de sa fille de 12 ans avait été modifié dans l'annuaire de sa classe. En fait, son enfant avait vu des vidéos d'éducation Soji à son école, donc ça c'est le programme là d'éducation à la sexualité très orienté sur l'identité de genre en Colombie-Britannique, et elle avait ensuite décidé qu'elle était un garçon.
Alors, et donc, l'école a affirmé que l'enfant, donc, elle a procédé à l'affirmation de l'enfant, donc l'a déclaré transsexuel et l'a socialement transitionné sans en informer les parents. L'école a envoyé l'enfant consulter un psychologue qui traite des enfants transgenres dès l'âge de 2 ans. Et voilà. Et donc, dès la première visite à l'unité d'endocrinologie, le médecin a établi un plan pour changer médicalement le sexe de l'enfant, alors âgé de 13 ans, en sexe masculin, y compris des injections à la testostérone, etc., que le père a très mal pris. Et le reste a suivi. Et donc, vous voyez, c'est parti quand même. Donc, l'école a eu une grande influence là-dedans. Voilà, donc en conclusion, l'école doit transmettre des informations claires, non ambiguës et factuelles aux enfants, plutôt que d'alimenter la confusion en laissant entendre qu'on peut changer de sexe. C'est d'autant plus important pour les enfants qui ont des besoins spéciaux et qui sont particulièrement vulnérables au message qu'ils seraient nés dans le mauvais corps. Bien sûr qu'on est favorable à un cours d'éducation à la sexualité qui transmette des valeurs d'égalité, qui développe des rapports sains entre les filles et les garçons, qui enseigne le respect, l'ouverture aux différences. Mais laisser les idéologues du genre s'immiscer dans ce cours, c'est inacceptable et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, c'est déjà le cas dans des provinces du Canada où ce contenu est déjà bien implanté. Alors, même si ici, au Québec, le programme n'est pas encore bien implanté dans les écoles, les activistes sont déjà dans les écoles en tant qu'intervenants par des conférences et puis donnent des conférences, des ateliers. Et puis, les parents ne sont pas informés de ça. On est informés si nos enfants nous en informent, sinon on ne le sait pas. Bon, mais pour le programme, alors disons qu'on a encore un peu d'espoir au Québec. Ce n'est pas encore implanté correctement. Et donc, on a peut-être l'espoir, en tout cas, on va se battre pour que ce contenu sur l'identité de genre ne soit pas inclus dans un cours d'éducation à la sexualité. Et merci beaucoup. Voilà. Eh bien, je remercie beaucoup, Nadia. Je pense qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Alors, je pense que tu as intéressé beaucoup de gens avec ta présentation. Si tu es disponible à répondre à quelques questions, nous avons 4 questions dans le chat. Alors, je te les pose. Tu me dis si Oui. tu ne connais pas la réponse, bien sûr. Alors, on demande, est-ce qu'il y a des parents québécois qui s'opposent à tout ceci? Les parents québécois ne sont pas très au courant de tout ça. Bon, alors là, en fait, le programme, là, on l'a eu grâce à une maman qui a fait des pieds et des mains pour avoir ce programme, parce que c'était très difficile. Alors, on a eu un webinaire avec PDF il y a un an là-dessus, et puis Stella a bien expliqué tout ce qu'elle avait fait pour avoir accès à tous ces documents-là, mais c'était compliqué, hein, ce n'est pas disponible comme ça sur une page web. Et donc, c'est pas mal caché. Et je dois dire que moi, j'ai vu les documents aussi. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que, vous savez, il y a les documents qui sont faits à l'attention des enseignants et il y a les documents qui sont à l'intention des parents. Et quand c'est à l'intention des parents, à l'attention des parents, tout ce contenu sur l'identité de genre n'est pas là, vous voyez. Donc, j'ai bien vu une différence. Donc, quand il disait ça, c'est les documents qui peuvent être lus parce que quand même, dans le canevas pédagogique, on dit que c'est important d'impliquer les parents. Sauf que les documents qu'on met à la disposition des parents, eh bien, ne reflètent pas tout cet aspect problématique de l'idéologie du genre. Donc, c'est un peu difficile. Pour l'instant, ce qu'on sait, on le sait à travers nos enfants qui nous disent des choses, mais il y a peu de parents qui sont au courant encore. Voilà. Alors voilà, et même j'ajouterais que le parent qui a obtenu le programme, comme tu dis, qui était donné seulement aux éducateurs, a été obtenu grâce à la loi d'accès à l'information. On lui avait refusé, elle l'a obtenu de cette façon-là. Alors, il y a une autre question. Est-ce que la presse québécoise couvre le sujet, Nadia? Ah, pas du tout, non, du tout. Enfin, quand même, ces éléments d'éducation à la sexualité ont fait une bonne partie de la présentation du ministre sur le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Probablement que le ministre pense que c'est gagnant, en fait, de dire qu'il y a des éléments. Bon.
qu'on va, qu'on va s'attaquer aux agressions. Enfin, en tout cas, on a un gros problème d'agression sexuelle, voilà, là, de harcèlement sexuel, enfin des femmes qui sont tuées par leur conjoint. On a beaucoup d'histoires en ce moment comme ça au Québec. Bon, alors donc le gouvernement a mis ça de l'avant pour dire qu'il faut, que la chose à faire, c'est d'éduquer les enfants à des rapports égalitaires, etc. Et donc, ils ont mis beaucoup le paquet là-dessus. Mais évidemment que je suis d'accord, évidemment qu'on est d'accord sur cet aspect-là. Sauf que malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des éléments que même le ministre, même le ministère de l'Éducation ne maîtrise pas complètement ou ne sait pas. En tout cas, il y a beaucoup de méconnaissances ou de politique, de l'autruche là-dedans. Là, on préfère ne pas voir. Est-ce que les médias en parlent? Non. S'ils en parlent, c'est pour… Ou alors, s'ils en parlent, c'est pour dénoncer les exemptions qui peuvent être obtenues par les personnes, par les religieux. Vous savez, là, alors il y a cette histoire que le cours est obligatoire pour tout le monde, mais il y a toujours ici au Québec des accommodements religieux qui sont possibles. Alors, à part donc pour les gens qui demanderaient des accommodements religieux, donc les parents qui demandent des accommodements religieux, ils peuvent l'obtenir. Alors, s'il y a quelque chose qui est dénoncé, c'est ça, mais ils ont raison de dénoncer ça aussi. Sauf qu'il y a tout un volet qui n'est pas couvert par les médias. Alors, merci. La question suivante est un peu semblable, mais là, on demande par rapport je vais te laisser le temps de boire un peu d'eau. Alors, on demande par rapport les sexologues. Alors, on nous demande, sont-ils au courant et s'y opposent-ils à ce qui a été introduit dans le curriculum? Alors, est-ce que les sexologues sont au courant? Oui. Alors, il y en a qui collaborent à tout ça, évidemment. Et il y en a beaucoup qui sont, en tout cas, c'est beaucoup l'omerta sur le sujet. Vous savez, c'est des sujets tabous. Et puis, en tout cas, là, ici, la rectitude politique voudrait là que l'ouverture, là, voudrait qu'on ouvre les notions d'hommes et de femmes et que tout le monde puisse s'identifier comme on veut. Enfin, bon. Et alors, tous ceux qui s'opposent à ce discours unifié, enfin voilà, soi-disant humaniste, tous ceux qui s'opposent à ça, eh bien, sont très facilement pointés comme des transphobes. Et puis, ils craignent gros, en fait. Moi, je peux parler parce que ce n'est pas mon domaine. Moi, ma recherche, elle est en bioinformatique. Bon, en tout cas, ce dont je parle n'a rien à voir avec ma discipline de recherche, de mon travail. Donc, je peux en parler assez librement. Mais les sexologues, les psychothérapeutes et tout ça, là, il y en a beaucoup qui sont au courant, mais qui risquent gros s'ils s'exprimaient. Mais écoutez, on a hâte, par contre, que le système médical, que les médecins commencent à oser en parler. En tout cas, ça prend du courage. Mais écoutez, on a besoin de ce courage-là parce que nous, féministes, parents, on fait bien ce qu'on peut. Mais si on n'est pas soutenu par les professionnels de la santé, par les psychothérapeutes, par les sexologues, bien sûr qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec nous. Mais écoutez, ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur pour leur poste. Voilà. Alors voilà, et la dernière question, c'est un peu, tu as un peu répondu, là, si on demande est-ce que les profs vivent un peu dans la peur d'exprimer leur désaccord éventuel. J'imagine qu'on parle des profs qui donnent la formation. J'ai l'impression que c'est de ça qu'on parle ici, mais tu l'as un peu dit, là, c'est la même chose que les sexologues, j'imagine. Pour l'instant, tous les profs ne sont pas, comme je vous dis, pour l'instant, ce n'est pas donné comme un cours. Pour l'instant, c'est intégré. Et donc, ça prend des personnes volontaires. Et donc, pour l'instant, les profs peuvent refuser de donner le cours d'éducation à la sexualité. Parce que, comme je vous dis, il faut que ça prenne un volontaire, donc un prof de sciences qui en parle, etc. Bon, alors, ça, vous pouvez dire que c'est un côté positif, mais moi, je vois surtout un côté négatif. Parce que qui sont les volontaires
Donc, vous savez, on encourage le militantisme, hein, quand on va chercher des preuves volontaires. Qui va être volontaire pour donner cette partie? Alors, moi, c'est malheureusement les professeurs les plus militants pour cette idéologie qui vont être volontaires à la donner. Donc, moi, ça ne me rassure pas quand on me dit que c'est les profs volontaires qui peuvent la donner. OK. Voilà. Je te remercie énormément, Nadia. Il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Tu iras voir, on va te les envoyer, mais je pense que tu as suscité énormément d'intérêt, autant au Québec que pour la France d'ailleurs. Alors, au nom du groupe du WHRC et des participantes, j'aimerais te remercier pour cette très, très intéressante. Merci et désolée d'avoir débordé. Je pense que j'ai débordé un peu. Non, pas du tout. Ça nous convient. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, notre prochaine intervenante, alors nous entendrons maintenant Marie-Jacqueline, militante, lesbienne, féministe, matérialiste. Marie va nous parler de la circulaire Blanquer, qui est la circulaire destinée à tout le personnel de l'Éducation nationale en France. Alors, je vous mets pas en garde, mais je vous informe que son intervention est préenregistrée. Mais Marie est ici, elle est disponible, elle est parmi nous, elle assiste à ce webinaire et elle sera disponible pour une période de questions à la fin, si vous en avez. Alors, la première partie sera présentée sous forme d'enregistrement préenregistré. Alors, Marie-Joseph va vous le partager à l'instant. Bonjour, alors je vais vous parler de ce qui se passe en France et notamment d'une circulaire qui est parue en septembre dernier, c'est-à-dire en septembre 2021. C'est la circulaire Blanquer qui fait référence à l'identité de genre. Alors elle donne les lignes directrices à l'attention de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Je vais commencer par le positif. Les enfants ne sont plus obligés de se conformer aux stéréotypes de genre en ce qui concerne l'habillement. Donc ça, c'est très bien, puisqu'on nous dit que les vêtements et accessoires autorisés et interdits le sont pour tous les élèves sans distinction, puisqu'il convient de s'assurer que les règles de vie scolaire, en particulier celles relatives aux tenues vestimentaires, ne font pas l'objet de consignes différenciées selon le genre. Alors pourquoi le genre? En général, les vêtements, c'est plutôt des consignes en fonction du sexe. Là, ils nous disent le genre. Alors pourquoi ils utilisent le mot genre? En fait, en gros, il y a une confusion permanente dans cette circulaire entre le sexe, le genre, l'expression de genre et l'identité de genre. Donc on a l'impression qu'ils sont complètement perdus. Et nous aussi par la même occasion. Alors je vais faire quelques petits rappels. Donc le sexe, c'est lié à la reproduction sexuée, puisque l'espèce humaine a une reproduction sexuée, puisqu'il faut la fusion d'un gamète mâle, donc spermatozoïde, avec un gamète femelle, ovule, pour qu'il y ait un nouvel individu. Et il y a aussi des différences biologiques et morphologiques entre les individus mâles et les individus femelles de l'espèce humaine. Et par convention, on appelle les individus mâles de l'espèce humaine les hommes, et par convention également, on appelle les individus femelles de l'espèce humaine les femmes. Alors normalement, ça devrait être qu'une différence biologique et morphologique, mais il se trouve qu'il y a certaines différences physiques qui qui font que les gens ont des places différentes. Ça peut être le sexe, la couleur de peau par exemple. Et donc la différence entre les hommes et les femmes, qui normalement ne devrait être que biologique, elle est également sociale. C'est ce que les féministes appellent le genre. Le genre, c'est une construction sociale et c'est avant tout un rapport social. Le genre, c'est un rapport, c'est ce qu'on appelle les rapports sociaux de sexe. C'est le fait que, en fonction du sexe qu'on a, on n'aura pas la même place dans la société et on n'aura pas la même place dans la hiérarchie. Et cette différence hiérarchique, elle va être... Alors donc ça, c'est ce qu'on appelle donc le genre. Et cette différence hiérarchique entre les hommes et les femmes, elle va être justifiée par le patriarcat, par l'idée de nature. Donc il y aurait une nature féminine.
Et ce qu'ont fait les féministes, c'est de montrer que non, il n'y a pas de nature féminine. Le genre, c'est simplement une construction sociale qui permet de justifier la place des femmes dans la société et qui passe par l'idée d'un éternel féminin, d'une nature féminine, d'une essence féminine. Enfin voilà, il y a plein de noms différents. Donc alors j'ai essayé de savoir qu'est-ce que c'était que cette nature féminine, cette essence féminine. J'ai cherché et donc il y a un monsieur qui m'a éclairé. C'est un polémiste français qui s'appelle Monsieur Zemmour, qui est masculiniste par ailleurs. Alors il n'est pas du tout transactiviste ce monsieur, hein, mais il partage quand même avec les transactivistes l'idée d'une nature féminine. Donc ce qui nous explique, c'est que la nature féminine, c'est que les femmes n'incarnent pas le pouvoir. Donc voilà, les femmes, elles n'incarnent pas le pouvoir. Alors il y a juste un petit problème, ce monsieur a un problème parce qu'effectivement, dans l'histoire, certaines femmes ont incarné fortement le pouvoir. On peut le voir par exemple au Royaume-Uni ou ailleurs, enfin voilà, il y a des femmes qui incarnent le pouvoir. C'est vrai que la plupart du temps, c'est les hommes, mais ça arrive que des femmes l'incarnent. Alors là, Monsieur Zemmour, il a pas d'explication à ça. Et heureusement, au niveau théorique, les transactivistes, quelque part, je vais dire, volent au secours de ce monsieur, puisqu'ils disent, bah oui, en fait, il y a bien une nature féminine, mais si certaines femmes l'incarnent, c'est parce qu'en fait, en réalité, c'est pas des femmes, c'est des hommes qui sont nés dans un corps de femme. Donc, eux, ils appellent pas ça la nature féminine, ni l'essence féminine, mais c'est la même chose, hein, c'est une identité de genre, donc c'est des femmes qui auraient une identité de genre masculine. Voilà, pour ce qui est donc de l'identité de genre, c'est l'équivalent exact de la nature féminine, de l'essence féminine, de l'éternel féminin et de tout ça, quoi. En ce qui concerne l'expression de genre, alors, donc on a vu le genre, c'est social, donc c'est des rapports sociaux. L'expression de genre, ça va être l'incarnation chez un individu de toutes les normes liées au genre, de tous les stéréotypes. Donc les femmes, on va dire qu'elles doivent se maquiller, mettre des froufrous, et les normes vestimentaires dans une société donnée vont être différentes pour les hommes et pour les femmes. Donc chaque individu va incarner ou pas ces normes de genre. Et on voit que certaines femmes, par exemple, vont incarner beaucoup plus fortement les stéréotypes que d'autres. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, Marilyn Monroe. Bon, je vais prendre deux femmes au hasard, Marilyn Monroe et Madeleine Pelletier. Marilyn Monroe, on voit qu'elle incarne très fortement les normes de genre. Donc, on va dire qu'elle a une expression de genre. En fait, personnellement, elle exprime très fortement un genre féminin. Par contre, Madeleine Pelletier, qui était une femme médecin du début du XXe siècle, féministe, qui s'est battue pour les droits des femmes et pour notamment le droit à l'avortement, elle exprimait très très peu les stéréotypes féminins. Donc on allait dire qu'elle était habillée en homme. Voilà, donc elles n'ont pas la même expression des normes de genre. Voilà. Mais pour autant, Madeleine Pelletier, c'est pas moins une femme que Marilyn Monroe. Hein. Biologiquement, c'est une femme autant que Marilyn Monroe. Et socialement, c'est autant une femme que Marilyn Monroe, puisque malheureusement, Madeleine Pelletier a terminé sa vie en hôpital psychiatrique, puisque le pouvoir patriarcal a voulu la remettre justement à sa place de femme, en tant qu'individu femelle de l'espèce humaine. Donc elle avait outrepassé déjà en devenant médecin, en militant pour les droits des femmes et en pratiquant des avortements clandestins. Donc elle a fini sa vie en subissant le pouvoir patriarcal. Donc on voit bien que socialement aussi, c'est une femme. Et jusqu'à récemment, les personnes qui ne se pliaient pas aux normes de genre, elles étaient pathologisées. On parlait à l'époque de troubles de l'identité de genre, puisqu'on était censé incarner l'identité de genre qui était liée à notre sexe. Et on était censé se reconnaître dans cette identité de genre. Les femmes étaient censées se reconnaître comme heureuses de devoir servir un mari toute leur vie. Voilà. Et si elles ne ressentaient pas ça, on disait qu'elles étaient malades et on allait les soigner pour qu'elles se conforment au rôle et aux stéréotypes. Et heureusement, cette pathologie a disparu, puisque maintenant, on considère que c'est normal qu'il y ait de la diversité chez les individus, qui n'expriment pas tous les stéréotypes, enfin les normes de genre à égalité. Donc maintenant, on parle de dysphorie. La dysphorie, c'est simplement si la personne souffre d'un sentiment d'incongruence entre son
son sentiment et son corps biologique. Alors, la dysphorie, c'est relativement rare, et jusqu'ici, ça a touché plutôt des hommes adultes. Donc, on y reviendra. Alors, on se dit, bon ben voilà, au niveau de la médecine, ça y est, c'est fini, on parle plus d'identité de genre, voilà, enfin, c'est plus de maladie. Mais cette identité de genre, elle est quand même toujours portée par les courants masculinistes, qui continuent à dire oui, il y a une essence féminine, les femmes n'incarnent pas le pouvoir, les femmes sont douces, enfin tout un tas de choses. Et ce qu'on voit, c'est que cette notion d'identité de genre, qui autrefois était portée plutôt par le monde réactionnaire, elle est portée maintenant par un courant qui se revendique plutôt de gauche, malheureusement, et qui est le mouvement transactiviste, et qui revient avec cette notion d'identité de genre. Donc voilà, c'était un petit point là-dessus. Alors, dans la circulaire, qui concerne donc les enfants transgenres, il va falloir, j'essaie de comprendre du coup qu'est-ce qu'ils entendent par enfant transgenre. Alors, est-ce qu'un enfant transgenre, ce serait justement un enfant qui ne se conformerait pas aux stéréotypes ? Dans le plan national d'action pour l'égalité des droits contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, de 2020-2023, donc à laquelle ce plan auquel se réfère la circulaire Blanquer. Donc dans ce plan d'action, on nous dit que la transphobie, ça désigne le rejet, le mépris ou la haine des personnes ou comportements associés aux transidentités. Et transidentité, ils disent, c'est-à-dire associé à un genre perçu comme non conforme. Donc ça veut dire que la transidentité, c'est le fait de ne pas se soumettre aux injonctions liées au genre. Donc ce qui explique que dans la circulaire, on nous dit maintenant tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Et c'est vraiment positif, puisque on supprime finalement les normes liées au sexe. Pourquoi on supprime ces normes ? Parce que en fait l'identité de genre n'existe pas. Moi c'est comme ça que je le comprends. Et c'est ce pourquoi les féministes se battent en fait. Donc pour l'instant tout va bien. Ensuite, dans la circulaire, on nous dit, ils vont essayer de définir, les enfants, parfois dès l'école primaire ou les adolescents, peuvent se questionner sur leur identité de genre. Alors là, c'est aussi intéressant parce que effectivement, l'identité de genre, c'est une catégorie imaginaire quand même relativement puissante, et les enfants peuvent avoir des questionnements par rapport à ça. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de leur rapporter des réponses. Jusqu'ici, ça va. Ensuite, on nous dit une personne transgenre, transidentitaire ou trans, c'est une personne qui ne s'identifie pas au genre de sa naissance. Bon, effectivement, pourquoi pas. Mais ils nous disent juste après, ça englobe toute personne qui a fait ou qui souhaite faire le choix d'une transition, qu'elle soit sociale, administrative, légale ou médicale. Ah oui, alors là, on est complètement passé de quelqu'un qui respecte pas les normes de genre à quelqu'un qui veut faire une transition sociale, voire médicale. On glisse. Et ça se manifeste souvent chez les enfants et les adolescents par un ensemble d'actes visant à affirmer socialement, attention, leur identité de genre. Ah oui, alors là je suis perdue parce que alors soit l'identité de genre existe, ce que nous on réfute en tant que féministes, soit elle n'existe pas. Et là on nous dit que le fait d'être transgenre, c'est à la fois de ne pas être conforme et à la fois c'est d'affirmer une identité de genre. Mais l'identité de genre, on a bien vu que ça n'existe pas. Donc c'est vraiment cette idée d'éternel féminin. Et donc on est passé de la non-conformité de genre à l'affirmation d'un autre genre et de l'affirmation surtout de l'existence de cette fameuse identité de genre. Et là, ils vont dire, en fait, ils vont être honnêtes, c'est ce qu'ils disent, c'est que la présente circulaire concerne exclusivement le cadre scolaire et n'a pas vocation à traiter l'ensemble de la question des mineurs transgenres ou en questionnement sur leur identité de genre. Effectivement, ils ne traitent pas du tout la question. Et ils disent, par simplification de rédaction, appelés ci-après, souvent, élèves transgenres. Donc, ils admettent eux-mêmes tout mélanger. À un moment donné, ils vont parler d'une certaine souffrance psychique. Donc là, ils font référence certainement à la dysphorie de genre, sans prendre en compte le fait que cette dysphorie touche normalement des hommes adultes. Donc on ne voit pas ce que les enfants viennent faire là-dedans.
Et ils nous disent que l'identité de genre, c'est propre à chaque individu et à son ressenti intime. Donc on efface complètement le fait que le genre soit une construction sociale et surtout un rapport social. Comme je l'ai dit, l'expression de genre c'est individuel, mais le genre c'est social, c'est les rapports entre les hommes et les femmes, donc au niveau mondial, on va dire. Et voilà, ils confondent en fait un rapport de pouvoir avec un ressenti individuel. Donc le problème de mélanger tout ça, c'est que ça instaure complètement la confusion à la fois chez les dirigeants donc, qui font ça, parce qu'apparemment ils sont complètement perdus, mais ça instaure aussi la confusion chez les enfants. Puisque cette circulaire, ça empêche totalement de protéger les enfants face à une idéologie trans qui est qui est de plus en plus présente auprès des enfants. Et aussi, voilà, le problème c'est que ça justifie totalement un rapport inégalitaire, puisqu'on dit que c'est quelque chose de totalement naturel d'avoir une identité de genre et que tout le monde a une identité de genre. Alors que beaucoup de femmes n'ont pas d'identité de genre a priori, quoi. Voilà. Donc, voilà, ça prend pas en compte. Oui, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a une très très forte augmentation de demandes de transition chez les jeunes filles qui vont être diagnostiquées pour certaines comme dysphoriques, mais comme on voit qu'il y a un continuum entre le fait de ne pas correspondre aux stéréotypes et le fait d'être considéré comme enfant trans, et qu'on confond le fait d'être trans, pour lequel, enfant trans, il n'y a pas de définition précise, mais que c'est associé par le mouvement transactiviste à la dysphorie, on voit que tout est mélangé, et ce qui fait que les jeunes filles, par exemple, qui se reconnaissent pas dans un avenir avec un mari, des enfants, un avenir hétérosexuel, ou qui se reconnaissent comme hétérosexuels mais qui veulent pas avoir des rôles stéréotypés féminins. En fait, ces jeunes filles-là, il va y avoir une forte confusion chez elles, et alors on va leur dire qu'elles sont des garçons. Et ça va avoir des effets sur leur santé, puisque si on passe à la transition médicale, ça peut avoir une incidence. En fait, le discours transactiviste, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, mais les traitements sont vraiment très lourds. Ça peut aller jusqu'à l'ablation des seins. Et ça peut avoir des effets irréversibles, parce que voilà, il y a un nombre de détransitionneuses qui commencent à s'exprimer maintenant, et qui disent bien que les effets sont totalement irréversibles. Et ça va avoir un effet également sur la représentation que ces jeunes filles ont d'elles-mêmes. Puisque ce qu'on va leur dire, c'est pas de changer les rapports sociaux, puisque les rapports sociaux sont invisibilisés, la notion de genre telle qu'elle a été pensée par les féministes qui décrit un rapport social, on l'invisibilise au profit de la notion d'identité de genre. Ce qui fait que la seule chose qu'on peut changer, c'est notre corps et notre identité de genre, en fait, on va dire. Et il n'y a que soi-même qu'on peut changer. On ne peut pas changer les rapports sociaux. Donc c'est vraiment problématique, surtout que ça prend pas du tout en compte le fait que être une jeune fille, pour beaucoup de femmes qui ont été qui ont été adolescentes du coup avant cette période-là, racontent que oui, être jeune fille c'est pas évident, il y a des regards libidineux qui apparaissent. On entrevoit un avenir pas forcément sympathique, et qu'en fait, oui, effectivement, pour beaucoup de jeunes filles, le mouvement féministe a aidé, en fait, de se dire, oui, en fait, ma place, elle est pas terrible, mais on est toutes ensemble, on est toutes dans le même bateau, et on va se battre ensemble. Et là, en fait, on va individualiser le problème, et dire, si tu te sens pas bien, c'est pas parce qu'il y a un problème patriarcal, c'est parce que toi, t'as une sorte de maladie ou pas maladie. On n'arrive pas trop à savoir s'ils considèrent ça comme une maladie ou pas. On a dépathologisé le fait de ne pas être conforme aux stéréotypes de genre,
et on repathologise en disant que une personne qui ne se sent pas correspondre au stéréotype, finalement, elle souffre pas de troubles de l'identité de genre, mais elle souffre de dysphorie. Voilà, on va tout appeler dysphorie, sachant que ce qui est appelé dysphorie, pour beaucoup, ça c'est des transitionneuses qui l'expliquent, c'était simplement le fait de ne pas se voir dans ce rôle social. Voilà, c'était une présentation de cette circulaire Blanquer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. Alors, Marie est parmi nous. Je n'ai pas eu de questions dans le questions et réponses pour toi, Marie. Alors, je pense que tout est très clair et tout a été... tu as probablement répondu à toutes les questions qui avaient été soulevées par les gens. Alors, je te remercie énormément, Marie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je me rendais compte que je n'avais pas parlé d'une chose, c'est que, en fait, les ministères, par exemple, en France, on a le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce ministère, en fait, on a ajouté dans ce ministère un travail de... Donc, c'est un ministère qui est censé travailler sur la parité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on rajoute, et aussi contre la haine envers les personnes LGBT, ce qui n'a rien à voir. C'est absolument rien à voir. C'est comme si on disait, alors, deux problèmes, admettons, les personnes en situation de handicap et l'antisémitisme, et on va faire un ministère qui s'occupe des deux. C'est exactement la même chose, ça n'a rien à voir. C'est deux problèmes qu'il faut prendre en compte, mais on ne peut pas faire les deux. Et d'ailleurs, on a associé le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et on a élargi aux associations anti-LGBT. C'est pareil, ça n'a rien à voir. Et du coup, on voit, alors il faut s'occuper de toutes les problématiques, mais on ne peut pas tout faire en même temps, surtout que les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes. Les mécanismes de la violence contre les femmes ne sont pas du tout les mêmes que les mécanismes de la violence contre les personnes homosexuelles. Ou transgenres. Oui, voilà. Voilà. Merci. Avais-tu d'autres choses à rajouter, Marie? Oui, également qu'en fait, à la fin de la circulaire, il précise que ces problématiques-là, les personnes qui vont intervenir, ils disent que ça va être justement les associations LGBT. Il faut savoir qu'en France, les associations LGBT sont souvent très dangereuses pour les lesbiennes, puisque c'est souvent des associations lesbophobes. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, ça a été expliqué tout à l'heure, c'est qu'on ne considère plus qu'une lesbienne, c'est une personne attirée par des personnes de même sexe, mais ils vont essayer de nous dire que non, c'est une personne attirée par toute personne qui se sent femme. Donc, il y a des pressions très fortes sur les lesbiennes à l'intérieur du mouvement LGBT. Le mouvement LGBT est vraiment très, très imprégné de toute cette idéologie. Et là, on nous dit que les personnes qui doivent intervenir dans les écoles à ce sujet, ce sont les associations LGBT, ce qui est très problématique, notamment pour une jeune lesbienne à qui on va dire tu peux être attirée par des femmes à pénis. C'est ce qui est tenu comme propos dans ces associations-là. Oui, d'ailleurs, pour les personnes qui parlent ou qui comprennent l'anglais, il y a eu la semaine dernière un article de la BBC, le réseau de Grande-Bretagne, célèbre réseau, qui a dénoncé le harcèlement des lesbiennes en Grande-Bretagne, justement, où on leur donnait de la pression, on leur faisait de la pression pour sortir ou avoir des relations avec des hommes qui se sentent femmes et qui ont des pénis, c'est exactement ce que tu viens de mentionner. Alors, je te remercie beaucoup. On arrive à la fin de notre webinaire. Alors, je voudrais remercier toutes les participantes qui ont assisté à ce webinaire, ainsi que nos intervenantes, nos conférencières.
Je vous ajoute que la vidéo sera disponible sur YouTube. Les personnes qui ont participé ou qui ont assisté à ce webinaire la recevront par courriel et recevront aussi des informations qui ont été échangées dans le chat pendant le webinaire. Notre prochain webinaire mensuel se tiendra le dimanche 5 décembre. Nous proposons, le comité de production, de préparation des webinaires hésite entre deux propositions pour vous. L'une d'elles, ce serait l'explication des principes de Yogyakarta, qui sont les principes qui sont à la source de toutes les politiques, les demandes de changement aux politiques, de lois et de pratiques sociales qui ont été développées par des groupes LGBTQ et qui se sont réunis à Yogyakarta. Donc, on pourrait vous expliquer ces principes-là. Sinon, ça pourrait être une discussion informelle sur tous les sujets concernant la transidéologie. Alors, on vous demanderait de nous faire, si vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre, de nous le faire parvenir par courriel. À l'adresse de Nous Femmes, peut-être, si Marie-Joseph va inscrire l'adresse courriel de Nous Femmes dans le chat. Alors, en terminant, je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WHRC, womansdeclaration.com. Qui sera aussi mis dans le chat par Marie-Joseph. Alors, je termine en remerciant de votre écoute, en vous remerciant beaucoup de votre écoute et de votre participation nombreuse. Et on vous donne rendez-vous au mois prochain pour vous revoir. Merci beaucoup à toutes.